8h45, vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée dans vos rendez-vous d'infos, questions sur notre alimentation demain, aujourd'hui. Alors on voit déjà qu'avec un peu d'inflation, ça bouge dans les assiettes. Vous avez vu, certains ingrédients trop chers se font rares, d'autres prennent du galon. Mais ça n'est rien comparé à la révolution alimentaire qui nous est promise. Révolution dictée en partie par le dérèglement climatique, la croissance de la population mondiale aussi. Il faudra bien que tout le monde mange. Alors qu'est-ce que nous mangerons dans 30 ans? Est-ce que certains aliments vont disparaître? Est-ce que d'autres vont faire leur apparition? Est-ce qu'il faudra se rationner? Et puis on est en France, manger ce n'est pas que se nourrir. Est-ce qu'il y aura encore du plaisir au bout de la fourchette en 2050? Deux experts avec nous pour en parler. Bonjour Samir Mesdour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes chercheur en sciences des aliments et procédés agroalimentaires à AgroParisTech. J'accueille également en ligne avec nous Karine Barbier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de l'environnement au CNRS, co-auteur d'une étude prospective sur nos modes de vie à l'horizon 2050, étude réalisée conjointement par l'INRA, la recherche agronomique, et le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Nos modes de vie, c'est précisément ça qu'il faut interroger quand on parle de notre alimentation aujourd'hui, Karine Barbier. Mais avant que vous nous en disiez davantage sur vos recherches, est-ce qu'il est écrit que forcément nous mangerons différemment dans l'avenir? Je pense que nous mangerons différemment parce que nous avons deux objectifs principaux. C'est d'avoir une alimentation plus saine, donc plus équilibrée. C'est souhaitable d'un point de vue de santé publique. Et puis une alimentation plus respectueuse de l'environnement. Donc je pense effectivement qu'il y a des progrès à faire de ce point de vue. Samir Mesdour, vous êtes d'accord vous aussi? Ou est-ce que, parce que on entendait tout à l'heure des archives d'Europe 1 qui montraient que dans les années 70, on imaginait la frite en poudre, ce genre de choses. Bon, ça ne s'est pas produit. Oui, effectivement. Alors, plutôt que de parler de révolution, on est dans une transition alimentaire dans ce que l'on va manger, de la manière d'acheter et de la manière également de consommer. Oui. Donc, on va consommer comme nous vivons aujourd'hui et demain, on consommera comme on vivra demain avec sans doute des adaptations et des modalités particulières. Oui. Et si vous voulez, cette transition alimentaire, elle va s'accompagner d'une transition économique, environnementale et numérique. Et donc les défis qui viennent d'être soulignés par Karine Barbier, effectivement, c'est un des aspects de la transition avec un grand T, qu'elle soit écologique, etc. etc. Bon, rappelons quand même, si vous le voulez bien, c'est très important aussi, ce que nous mangeons aujourd'hui. Je vous cite des éléments d'un rapport du WWF qui souligne que les 3/4 de ce que nous mangeons, 75% de notre alimentation, ça vient de 12 plantes et 5 espèces animales seulement. Et vous n'avez que 3 plantes, en fait, maïs, riz, blé, qui fournissent à l'humanité pratiquement les 2/3 de ses apports caloriques, Samir Mesdour. C'est ça qu'il faut changer, donc? Ça manque de diversité, notre régime alimentaire? Oui, sans doute. Il y a cette question de diversité. Et si vous voulez, par rapport à l'augmentation de la population, donc il y a l'augmentation de production agricole. La FAO table sur une augmentation de 60-70% d'augmentation de production. Alors, attention, la FAO, donc c'est les Nations Unies, nous dit effectivement pour nourrir tout le monde dans 30 ans, il faut que la production agricole quasiment double. 70% de hausse, c'est pratiquement doublé. Et la pression, elle est surtout sur les protéines. Donc il va falloir doubler effectivement la production en protéines. Alors là, faut expliquer, parce que ça n'est pas forcément très clair. Je vais me tourner vers Karine Barbier. Samir Mesdour vient nous dire qu'il faut augmenter la production de protéines. Or, on ne cesse de nous dire, oui, mais il va falloir manger moins de viande, manger plus de légumes et de céréales. Est-ce que ça n'est pas contradictoire tout ça, Karine Barbier ? Oui, il faut différencier la situation dans les pays riches, dans les pays européens ou la France par exemple, et puis les pays en développement qui effectivement pour certains ont des problèmes de nutrition. Pour ce qui est de la France, on consomme presque 2 fois trop de protéines par rapport à nos besoins nutritionnels. On consomme aussi trop de calories par rapport à nos besoins nutritionnels puisqu'on consomme plus de 25%. Donc la priorité, c'est déjà avoir des ordres de grandeur justement. Limiter. Pouvez-vous nous donner des ordres de grandeur de ce que l'on mange et de ce que nous devrions manger à vous en croire? Écoutez, ce qu'on mange, donc on mange à peu près 2500 grammes de nourriture par jour, donc une partie est liquide. Mais dans cette alimentation, il y a une surconsommation de calories. Il y a beaucoup de messages de santé publique qui disent on mange trop salé, trop sucré, trop gras. C'est vrai, il y a des problèmes d'obésité qui sont en extension. Donc on doit à la fois limiter notre consommation d'un point de vue général, on doit limiter les pertes et gaspillages dont on avait parlé plus tôt dans la matinale, et puis la priorité
priorité, si on veut respecter nos engagements du point de vue de la limitation des gaz à effet de serre, c'est vraiment de limiter la viande de manière importante. Et si on consomme plus de 2 fois trop de protéines, ça veut dire qu'on peut diminuer par 2 notre consommation de produits animaux, même sans la substituer par autre chose. Alors, si on veut aller plus loin, on peut substituer par des légumineuses qui apportent des calories. Légumineuses, je rappelle, c'est fèves, lentilles, haricots noirs, etc. Oui, c'est ça, les pois chiches, les pois cassés, les haricots. Donc, beaucoup de choses en fait qui sont dans notre assiette, mais on peut faire ça de manière tout à fait progressive d'ici dans une génération et maintenir une alimentation plaisir, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors Karine Barbier et Samir Mesdour, en fait vous êtes là-dedans dans ces sujets-là toute la journée, mais ce qui est frappant, c'est que vous parlez avec facilité de quelque chose qui n'est pas encore évident pour le grand public, c'est-à-dire, moi, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils ne sont pas forcément habitués à ce que on parle de ce que l'on mange en fonction de l'impact que ça a sur l'environnement. Par exemple, je lis dans de nombreuses études, en France, on mange entre 107 et 170 grammes de viande par jour. Voilà, c'est 2 tonnes de CO2 par personne. C'est un quart du bilan carbone moyen d'un Français. C'est un demi-terrain de football de surface agricole par personne. C'est comme ça qu'il faut raisonner, Samir Mesdour, aujourd'hui, pratiquement. Oui, en partie, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Si vous voulez, pour ce qui est de l'empreinte carbone, pour les Français, c'est 12 tonnes de carbone. C'est 12 tonnes. Moi, j'étais à 8 tonnes à peu près, mais ce qui est beaucoup. Oui, alors après, donc, les chiffres sont... Mais c'est cette ordre de grandeur-là. Et si vous voulez, pour ce qui concerne l'alimentation et l'industrie agroalimentaire, donc il y a un enjeu fort ici, il y a des progrès forts qui sont très importants. Effectivement, il y a, et je pense que chez le consommateur, cet engagement qui va se confirmer, je pense, à terme, de réduire effectivement cette empreinte carbone et de faire en sorte que la composition de nos assiettes prenne en compte, Karine Barbier vient de l'évoquer, moins de viande. Mais vous savez que c'est une immense conquête sociale, le fait de manger 3 repas par jour, manger de la viande de plus en plus souvent, c'est la grande conquête sociale alimentaire, si je puis dire, du XXe siècle. Et on est en train de nous dire, c'était une erreur environnementale, c'est une erreur nutritionnelle. Il va donc falloir renoncer à ça, Samir Mesdour. C'est terrible quand même pour ce message qu'on envoie aux gens. C'est perçu comme une régression. Je pense qu'il faut le prendre de façon plus positive. C'est pas une régression. Enfin, je pense que effectivement, la viande est un marqueur, une identité. L'ouvrier à la fin du 19e siècle ramener un beefsteak à ses enfants, c'est la grande victoire. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Je dirais que c'est après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, que ça a été vraiment un marqueur important. Donc, réduire, ça ne veut pas dire renoncer complètement à la viande. C'est trouver le juste équilibre entre des sources animales et des sources végétales. Vous savez qu'en France, il y a à peu près 30% de ce qu'on appelle des flexitariens. Donc là, vraiment, c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure, à savoir cet engagement citoyen de vouloir réduire les impacts environnementaux. Et je ne pense pas que c'est une régression. C'est plutôt une évolution. J'entends bien. Dans le sens où on prend en compte ces équilibres alimentaires. Alors Karine Barbier, je me tourne vers vous parce que vous avez travaillé sur, ça fait au moins 10 ans que vous travaillez là-dessus, sur ce que seront nos modes de vie et de consommation en 2050. Alors forcément, ça concerne l'alimentation. Alors on voit très bien que le futur n'est pas écrit puisque vous tablez sur différents scénarios. En substance, je ne vais pas tous les donner, mais vous dites ça se situera entre 2 extrêmes. Un, la frugalité absolue et de l'autre, l'hypertechnologie et le maintien quand même d'un niveau de productivisme comparable à ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que, d'après vous, attend le plus probablement la France et les Français ? Alors effectivement, selon les scénarios, on a un impact assez différent d'abord sur les émissions de gaz à effet de serre. On peut diviser nos émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire d'un facteur 2, voire un facteur 4, selon ces scénarios. Et effectivement, le scénario le plus vertueux qui permet à la fois de limiter nos gaz à effet de serre, limiter l'impact sur la biodiversité, limiter les consommations d'eau, c'est le scénario qui fait le plus de part belle à l'évolution du régime alimentaire. C'est quoi l'assiette à laquelle il faut s'attendre dans ce scénario-là ? Alors dans ce scénario-là, il n'y a pas non plus de révolution. C'est bien souvent convergent avec les questions nutritionnelles. Donc il faut augmenter les fruits et légumes de manière
significative, augmenter, on en parlait tout à l'heure, les légumes secs, les fruits à coque, les féculents complets. Et puis, par contre, il faut essayer de réduire de manière importante notre consommation de viande, de poisson, de produits laitiers, donc tous les produits animaux. Ça, on a bien compris. Parce que, voilà. Et donc, la charcuterie aussi, bien sûr, puisqu'elle aussi apporte beaucoup de graisse. Donc, c'est vraiment l'idée que finalement, on va faire évoluer notre consommation, on va dire, hebdomadaire avec non pas de la consommation de produits animaux tous les jours, mais peut-être tous les 3 jours, ou un peu moins de produits laitiers transformés par des laits végétaux, par exemple, qui permet du lait d'avoine, etc., du lait de soja. Ouais, en fait, c'est ce qu'on a dans les magasins bio aujourd'hui. Ce qu'on a dans les magasins bio aujourd'hui, c'est ce qu'on aura demain partout, c'est ça? Oui, d'une certaine manière, il y a une continuité, si vous voulez. Il y a des pratiques aujourd'hui qui sont marginales ou qui sont aux prémices, mais qui vont se confirmer, s'accentuer plus ou moins. Vous croyez beaucoup dans les insectes. Alors justement, vous travaillez beaucoup là-dessus, sur les protéines à base d'insectes. Alors là, choc culturel, parce qu'on sait, il y a une société française notamment qui s'appelle Insect, qui a beaucoup fait parler d'elle, mais qui produit de l'alimentation pour les animaux. C'est pour nourrir les animaux. Oui, alors Insect, on les connaît bien, puisque avec AgroParisTech, nous avons travaillé dans un cadre d'un projet, le premier projet sur cette filière, dès 2012-2013. Alors, effectivement, la source insecte est une source parmi d'autres pour répondre aux besoins de protéines. L'idée d'apporter du végétal, mais aussi des algues, des champignons. Et donc, la source insecte est une source parmi d'autres. Elle a été envisagée d'abord pour répondre à des besoins nutritionnels d'aliments. Donc, l'aquaculture, d'abord, ça ne fait que 4-5 ans que ça a été autorisé en Europe, 2017. Plus récemment, on a autorisé la volaille, et puis d'utiliser... De nourrir de la volaille avec, avec des farines à base d'insectes. Dans un régime alimentaire complet, pas simplement en termes de farine. Et puis plus récemment, donc ça date de l'année dernière, 2021, eh bien, il y a autorisation d'utiliser des farines et des dérivés d'insectes pour l'alimentation humaine. Alors, c'est c'est un progrès. Maintenant, je ne suis pas là, et je rassure les consommateurs, les auditeurs qui nous écoutent. L'idée, c'est pas de promouvoir l'entomophagie en Europe, mais dire qu'il y a un possible. Une bonne brochette de grillons. Il y a, comme vous le savez, en France et en Europe, un mixage des populations qui viennent d'Afrique, etc. Et donc, je pense qu'il y a une évolution, il y a une tendance, ça sera peut-être à la marge, mais en tout cas, ça fait partie des possibles. Merci Samir Mesdour, chercheur en sciences des aliments, procédés agroalimentaires à AgroParisTech. Merci aussi à vous Karine Barbier, économiste de l'environnement au CNRS. Vos travaux, on peut les retrouver sur Internet. Est-ce qu'on aura du café dans une tasse le matin? Est-ce qu'on aura des fruits exotiques aussi? Parce qu'il faudra consommer plus local, nous dit-on. Tant de questions qu'on se posera tout à l'heure aussi également dans Europe Midi chez Romain Desarbres.